Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce quatrième épisode du MCast, podcast donc qui parlera de bodybuilding, de musculation, de nutrition et tout ce qui touche à peu près à ces domaines-là. Donc aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets que je trouvais plutôt intéressants, mais également qui sont pas mal revenus, que ce soit de la part de mes clients ou de personnes avec qui je communique régulièrement. Donc le but, ça va être de partager un petit peu tout ça. On va parler notamment de comment gérer les fêtes. On arrive à la fin de l'année, là on est le 11 décembre, non 12 décembre pardon aujourd'hui. Donc ça arrive à très grands pas et donc je vais vous aider un petit peu à savoir voilà, comment manager tout ça. On y est tous confrontés, moi le premier aussi. Donc vous donner un maximum de conseils là-dessus. Et également faire un petit point rapide sur quels sont mes objectifs pour l'année prochaine et comment aborder du coup le début d'année. Donc le but ça va être de mettre un petit peu tout ça à plat. Donc déjà dans un premier lieu, je vais me présenter rapidement si vous n'avez jamais écouté mes podcasts ou que vous ne me connaissez pas. Donc, moi je m'appelle Mathis, je suis bodybuilder naturel. J'ai participé à 3 compétitions cette saison, 2 dans la fédération INBA et une dans la fédération ICN, dans laquelle j'ai décroché 2 top 5. Et je suis également coach en ligne, donc spécialisé principalement dans la prise de muscle, le bodybuilding, également dans la perte de gras. Donc j'accompagne les pratiquants à atteindre leur meilleur physique. Évidemment, si tu es intéressé ou que tu as des problématiques actuellement et que tu écoutes ce podcast, tu as une consultation offerte directement en description dans laquelle on pourra parler un petit peu de tout ça. Donc en ce qui concerne du coup une petite on va dire mise à jour euh, personnelle, on peut dire ça comme ça, j'aime bien commencer par ça dans les podcasts. Donc moi actuellement je suis en prise de masse depuis 24 semaines, c'est la 24e semaine. Donc ça passe très très vite. J'ai commencé la prise de masse le 29 juin pour vous dire, c'était 2 semaines après ma dernière compétition. Et actuellement, mon poids du corps a bien augmenté. A bien augmenté ces 2-3 derniers jours. J'ai fait un repas libre il y a 2 jours, un buffet chinois, et j'ai pris 1 kilo d'un coup. Et ce kilo-là n'est pas tombé. Donc là, je suis dans les 77. Ma moyenne de la semaine, c'est 77,6. Sachant que j'ai démarré cette phase de masse à 67 kilos environ. C'était 2 kilos de plus que mon poids le plus bas, autour des 65. Donc, en vrai, ça va encore. Hein. J'ai pris une dizaine de kilos, on va dire, sur cette phase de masse, sur une période assez longue, hein, quasiment 5-6 mois. Ce qui, après une compétition, est plutôt correct. C'est un poids qu'on peut reprendre littéralement en 2 semaines, voire moins, à la suite d'une compétition. Donc, plutôt content là-dessus, plutôt content que mon poids soit, on va dire, sous contrôle. En tout cas, il était stable depuis 3 semaines. Donc là, il y a eu cette petite montée d'un coup, mais à voir la semaine prochaine. Les calories sont actuellement à 3675 en jour d'entraînement et 3085 en jour de repos. Je sais que c'est toujours quelque chose qui plaît d'annoncer ses calories et ses macros, c'est très personnel, mais tout le monde est curieux de ça, mais moi j'aime beaucoup toujours savoir ce que les autres ont comme macro. Actuellement, du coup, j'ai 225 grammes de protéines, 525 de glucides et 75 de lipides en jour on, et 205 de protéines, 375 de glucides et 85 de lipides en jour off. Donc un peu plus de lipides en jour off et beaucoup plus de glucides en jour on pour maximiser un petit peu mes séances. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Honnêtement, je me suis jamais aussi bien entraîné, j'ai jamais eu des performances aussi bonnes. Et ouais, clairement, ma routine est excellente en ce moment. Ça fait 2-3 mois que j'ai pas fait de dévolume, ce qui est assez rare. En tout cas, que j'enchaîne, on va dire, ouais, plus de 12-13 semaines sans faire de dévolume. Enfin, sur les dernières phases de masse, ça n'arrivait pas. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, le fait d'être coach et donc de gérer mon temps me permet justement d'optimiser ça aussi, d'aller m'entraîner à une horaire où je suis productif, où je peux aussi éviter l'heure de pointe, éviter là où il y a le plus de monde, bien gérer mon repas pré-workout et post-workout, ce qui fait qu'aujourd'hui, mes séances sont très très bonnes, justement dues à ça, et j'arrive à bien récupérer ensuite, à suffisamment dormir aussi, très important. Donc voilà, bah, forcément, moi, je fais ce que je prône. Je pense que c'est important aussi quand on accompagne des personnes de montrer l'exemple d'une certaine façon, de montrer que ce que je dis, tout simplement, je le fais. Donc voilà, c'est simple. Je pourrais conseiller à tout le monde de gérer au mieux sa nutrition, son entraînement pour progresser. Et du coup, c'est ce qui se passe. Donc en vrai, il n'y a pas eu énormément de changements ces dernières semaines, à part du coup la petite augmentation des calories. L'entraînement est le même, c'est toujours un push, pull, repos. Legs, push, biceps, repos. Et aujourd'hui, du coup, la séance du jour, densité, qui est une séance pull legs, ou dos jambes si vous préférez, et repos, et on recommence. Donc c'est un programme sur 8 jours. Il faut savoir que la séance du jour, c'est une séance qui est un peu protégée, puisque j'ai un jour de repos avant et un jour de repos après, ce qui est plutôt intéressant pour maximiser en fait mon repos avant et être sûr que je récupère bien après. C'est quand même une séance où on a
du soulevé de terre jambes tendues à la barre, du rowing aux haltères, de la presse pied bas, bref, des mouvements qui sont très taxants nerveusement et sur lesquels je vais évidemment faire en sorte d'être le plus performant possible. Donc voilà pour la petite mise à jour. Je devrais du coup pousser vers les 80 kg et après normalement passer en mini cut, mais ça on en parlera du coup dans la partie objectif, un peu plus en détail. Maintenant pour ce qui est du coup de Noël, donc c'est toujours une question qui revient à la fin d'une année. Comment gérer justement tous ces repas qui vont s'enchaîner, ça dépend des personnes, hein, parce que évidemment il y a des personnes pour qui Noël c'est juste un ou deux repas et après on passe à autre chose et il y a juste le nouvel an, donc ça à la limite c'est pas trop compliqué. Et des personnes pour qui ça va être littéralement une semaine entière dans la famille, dans la belle famille, etc. Vous allez enchaîner les différents repas de Noël. Euh, donc évidemment ça dépend de votre contexte, dans quelle phase vous êtes. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs cas de figure. Évidemment, le plus compliqué, littéralement peu probable que vous soyez dans ce cas-là si vous regardez cette vidéo, c'est être en prépa. Ce qui était mon cas il y a un an. J'étais en préparation de compétition, en début de prépa. Donc ça allait, j'avais pas des calories trop basses. Si vous êtes en prépa, évidemment, c'est toujours un peu délicat. Parce que là, pour le coup, vous devez vraiment pas abuser. C'est-à-dire que, évidemment, en prépa, le cas idéal, c'est ramener son tube. À Noël, c'est quand même très compliqué, on va pas se mentir. C'est possible, hein. Après voilà, il y a peu de chances que vous soyez en prépa si vous écoutez ce podcast vraiment, et sachant que on va dire les premières grosses compétitions naturelles de l'année prochaine c'est plus vers avril, donc là on n'est pas sur des fins de prépa. Donc généralement ça va regrouper un petit peu les conseils que je vais donner avec les personnes qui sont en sèche, si vous êtes actuellement en perte de gras ou que vous voulez on va dire limiter la casse et repartir en perte de gras après Noël. On va dire mon principal conseil, c'est déjà de ne pas vous prendre la tête, de ne pas stresser. Parce que ça, en fait, c'est le meilleur moyen de ruiner en fait, votre repas, de ne pas profiter de vos proches et se souvenir en fait, que le plus important dans ces moments-là, c'est profiter justement du partage, du fait d'être avec d'autres personnes, que la nourriture n'est pas le principal facteur de ce moment-là, c'est plus le moment que vous passez avec vos proches, le moment que vous passez avec votre famille, vos amis. Et vraiment rester focus là-dessus et pas penser toute la soirée à ouais, est-ce que je vais prendre du gras, demain si je me pèse je vais être plus lourd. Ça va juste gâcher votre soirée et vous n'allez pas forcément mieux gérer en faisant comme ça. Maintenant, plusieurs conseils du coup, si vous voulez gérer le repas sans, on va dire, beaucoup trop manger, en tout cas abuser des calories. Déjà, premier conseil, ça va être de limiter les calories liquides. Donc ne pas abuser des boissons qui contiennent des calories. Euh, L'alcool en particulier contient souvent pas mal de calories, donc je vous conseille de vraiment limiter ça, limiter le nombre de verres. Si vous voulez prendre un verre de, je sais pas, de vin, de champagne, vous pouvez en prendre un, mais limitez-vous vraiment à ça pour le coup, parce que ça peut vraiment faire monter facilement les calories sans pour autant vous apporter de la satiété. Donc c'est un des conseils, vraiment l'apéro c'est très vite le piège. Là aussi, clairement le mot apéro c'est là où vous pouvez perdre le plus. En tout cas, prendre le plus de calories, mais j'allais dire perdre le plus sur ce que vous vouliez limiter en prise de gras. Parce que forcément tout ce qui est à l'apéro est très dense, hein, le saucisson, les gâteaux apéro, les boules de fromage, tous ces trucs là, ça va vite faire monter votre total, souvent c'est très salé donc ça vous donne soif, donc vous buvez des boissons sucrées derrière. Donc je vous conseille vraiment de vous limiter là-dessus. Souvent l'idéal à l'apéro c'est quand vous avez des tomates cerises, vous savez comment ça s'appelle, j'allais dire des boîtes de légumes, mais souvent il y a des légumes crus comme des carottes, etc. que vous pouvez manger. Ça peut clairement aider parce que juste ça calme un peu votre faim, ça vous permet de manger un peu, sans pour autant abuser de tous les trucs vraiment fat. Et le piège aussi, c'est tout ce qui est noix, fruits secs, ce genre de mélange. Ça, déjà c'est très bon et c'est super dense. Donc si tu manges 15-20 noix et que tu t'arrêtes pas, ça peut très vite faire péter ton total calorique. Voilà, je le dis. Donc, premier piège à éviter, c'est vraiment éviter le piège de se goinfrer à l'apéro. Ça va pas forcément calmer votre faim et ça peut vite faire exploser votre total calorique. C'est pareil avec les chips, etc. Donc vraiment, limitez-vous là-dessus. Essayez de prendre des choses qui vous calent. Parfois, il y a des petites sources de protéines. Si par exemple, il y a du jambon, ce genre de truc, c'est des charcuteries plutôt maigres. Et également, si vous avez la possibilité, ça peut toujours être bien s'il y a des boissons zéro, comme du Coca Zéro, du Pepsi Max, etc. Honnêtement, allez-y, parce que ça calme aussi un peu l'appétit et il n'y a pas de calories. Donc, ça vous évite d'avoir des boissons où il y a des calories. Et justement, gardez vos calories pour après. Je ne vous dis pas de vous priver, je vous dis juste que là, c'est des calories bêtement dépensées que vous pourriez, on va dire, utiliser après.
sur le repas, parce qu'en fait c'est ça qui nous intéresse le plus quand même. On va dire, voilà, ce qu'il y a à l'apéro, c'est quand même pas de la grande gastronomie. Euh, enfin, c'est pas quelque chose d'hyper intéressant d'un point de vue gustatif, et ça va juste, ouais, comme je dis, faire monter vos calories, votre sel, enfin, ça va pas être idéal. Ensuite, sur le repas en lui-même, là aussi, honnêtement, profitez. Si vous voulez manger du foie gras, mangez du foie gras. Voilà. Si vous n'avez pas abusé des gâteaux apéro, vous avez largement la marge pour le faire. Pareil pour le repas. Voilà, si vous voulez manger de la dinde, mangez de la dinde. Enfin voilà, vous allez manger le plat en lui-même. Ce que je vous conseille, c'est juste de, encore une fois, les quantités. Ne pas se resservir 6 fois. Voilà, si vous avez pris, on va dire, une tranche de foie gras, c'est bien. Prenez-en pas 3. Vous voyez, ça peut vite faire la différence. Pareil sur le repas. Pas la peine de se resservir 6 fois. Vous pouvez vous resservir une fois éventuellement. On va dire juste gérer ça de cette façon-là. Comme ça, vous pouvez profiter. En fait, voilà, prenez votre temps pour manger, posez-vous, appréciez le moment, sans pour autant vouloir faire un peu un concours ou une course à qui sera celui qui mange le plus. Généralement, ce que je conseille aussi sur ces repas-là, c'est favoriser les sources de protéines. Si par exemple en entrée, je sais pas, vous avez des fruits de mer, c'est très intéressant. Les crevettes, les langoustines, c'est des protéines très maigres, c'est très rassasiant. C'est même assez bon, enfin, en tout cas moi personnellement j'aime ça. Vous avez également des sources comme du saumon, même si c'est un peu plus grave, vous pouvez y aller aussi. Et ce sera toujours nutritionnellement intéressant. Et généralement, favoriser les sources de protéines, ça favorisera toujours votre satiété. Et ça évitera donc d'avoir ce truc de... vous avez l'impression de toujours avoir envie de manger plus, même au fur et à mesure du repas. Les protéines, ça va quand même finir par calmer un peu cet aspect-là, et du coup, vous allez peut-être vous aussi vous calmer sur le fait de vouloir vous servir beaucoup de fois. Et enfin, du coup, par rapport, on va dire, à la partie plutôt gestion des desserts, gestion du fromage, etc. Les desserts, honnêtement, bah, forcément, si vous aimez ça, vous pouvez en prendre. Et en fait, c'est un peu le même principe à chaque fois. Vous pouvez prendre quelque chose sans pour autant en prendre des quantités énormes. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a un an, du coup, je vous ai dit, j'étais en prépa, j'étais en début de prépa, hein, j'étais à 17 ou 18 semaines de ma compétition. Donc c'était encore correct. Et j'avais pris une part de dessert, une part de bûche. En plus, c'était une bûche assez dense en termes de calories. Je me souviens qu'elle était assez fat. Et pour autant, j'avais pas pris de poids le lendemain. Parce que j'avais bien géré le repas en lui-même. Aussi parce que j'avais fait une chose, et là je vais vous le conseiller aussi, si vous savez que le repas forcément va être relativement calorique, adaptez le reste de votre journée en amont. C'est-à-dire, ne mangez pas autant que d'habitude. Si, admettons, vous mangez 2500 calories dans la journée, vous avez mangé 2000 comme d'habitude, et que votre dernier repas fait 500, bah là forcément vous savez bien qu'à Noël vous n'allez pas manger 500, ça va plus être certainement 1500 à 3000 sur un repas, ça va vraiment dépendre, hein. Ça peut très vite monter, c'est ce que je vous disais, ça peut même être plus de 3000 si vous abusez littéralement de tout. Donc moi je vous conseille, un conseil du coup le jour de Noël, potentiellement faites un jeûne intermittent, ça peut être bien, comme ça vous évitez de manger des calories le matin directement, vous en gardez pour plus tard. Je vous conseille aussi donc d'avoir certes des calories plus basses sur la journée, mais de ne pas arriver complètement affamé au repas. Parce que là aussi, ça peut littéralement ruiner votre apéro, et c'est ce que je disais avant, si vous mangez énormément à l'apéro, ça peut vite faire monter le total. Donc ce que je vous conseille, c'est de repousser un petit peu vos repas le jour de Noël, de faire des repas assez bas en glucides et assez hauts en protéines. Prenez par exemple une collation protéinée dans l'après-midi, style du skyr, de la whey. Si vous avez une Ninja Creamy, faites-vous une Ninja Creamy, c'est très volumineux. Bon, vous n'en avez peut-être pas tous une, bien sûr. Excusez-moi. Mais du coup, essayez de prendre quelque chose voilà, qui va vous caler un petit peu. Comme j'ai du skyr avec une pomme. Voilà, tout type de collation qui va être assez volumineuse, mais va vous permettre en fait de ne pas être complètement affamé au moment où vous arrivez au repas. Sinon, ça va potentiellement vous faire perdre un peu on va dire votre mindset et très mal gérer ça. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose que j'applique aussi. Je sais que quand j'ai très très faim, que j'ai pas mangé depuis longtemps, j'ai toujours un peu du mal à gérer. Enfin, les envies viennent un peu de partout. Et du coup, le fait d'avoir juste le ventre un peu calme, voilà, même avec une toute petite collation, ça peut aider. Même si vous mangez 2 heures avant le repas, même 1 heure avant, que ça peut vous calmer, faites-le. Voilà. Et le fait d'avoir du coup peut-être potentiellement reporté vos repas va vous aider de ce point de vue-là. Donc je vous conseille toujours de faire ça, et si vous avez beaucoup de repas à la suite, bah, là aussi essayez de gérer au mieux, de limiter les aliments très denses, donc que vous savez très lipidiques, donc les aliments où il y a potentiellement beaucoup de beurre, beaucoup d'huile d'olive, ou d'huile en général, beaucoup de crème entière, etc. Et donc toujours favoriser les sources de protéines maigres à ce niveau-là. Également s'il y a des légumes à table, allez-y, s'il y a des fruits, à un moment donné vous pouvez y aller aussi. Buvez régulièrement, ça va vous aider aussi à calmer un petit peu cet aspect faim. Et c'est comme ça que vous allez réussir à gérer votre repas de Noël. Ça s'applique au réveillon, ça s'applique au repas du jour de Noël, ça s'applique
également à tout type de repas libre, hein, d'ailleurs, hein, évidemment, c'est pas spécifiquement dédié à Noël, mais c'est parce qu'on est tous confrontés à Noël, en tout cas quasiment tous, le même jour, au même moment, avec le même type de repas. Donc forcément, on se pose à peu près tous la même question à tel ou tel moment. C'est un peu pareil pour le Nouvel An, ça dépend après au Nouvel An ce que vous faites. Est-ce que vous faites, alors souvent ça va être des style apéro dînatoire ou dîner chez des amis, donc là c'est à peu près le même principe. Faire gaffe à l'apéro, bien gérer au niveau des calories liquides, etc. Et vous avez aussi la possibilité que ce soit au restaurant. Là, l'avantage, c'est qu'en principe, vous avez le choix. Donc, vous savez après quel type de choix vous pouvez faire. Et je vous conseille, dans la plupart des cas, d'aborder de la même façon. Vous laissez une marge calorique plus importante. Comme ça, vous, tout simplement, vous pouvez en profiter. Même si vous êtes en prise de masse, d'ailleurs, je vous conseille en prise de masse, pas vous dire parce que je suis en prise de masse, j'en ai rien à foutre et je mange mes 300 grammes de crème de riz sur la journée et je vais quand même tout tabasser à Noël. C'est pas l'objectif. La prise de masse, c'est pas forcément être celui qui mange le plus, c'est faire les choses intelligemment. Donc réduisez un petit peu vos quantités. Justement, c'est beaucoup plus facile en étant en prise de masse. Moi, en ce moment, je suis très content. J'ai 3700 calories en jour d'entraînement, quasiment. Donc je sais qu'à Noël, ça va pas être très compliqué de me laisser de la marge. J'ai juste à manger quoi, 1500 calories sur la journée. Le reste, je me laisse 2200 pour le repas de Noël. C'est large. C'est tranquille. Mais je vais pas me dire, oh, je fais comme d'habitude, je mange la même quantité et j'arrive à Noël et je tabasse tout aussi. Parce que sinon, voilà, le lendemain va être pas forcément évident. Et surtout, c'est pas hyper cohérent. Voilà, je vais profiter du repas de Noël, bien sûr. Mais je vais pas, on va dire, me laisser avoir dans le truc de ruiner un petit peu ma shape juste parce que j'ai pas voulu réduire mes quantités le reste de la journée. Voilà, c'est juste de la logique pure. Je veux dire, est-ce que mon corps il a un intérêt à taper 6000 calories sur une journée? Bah non, voilà, c'est pas mes besoins. Donc je vais juste faire beaucoup de rétention d'eau, je vais faire du fat, et puis surtout, si vous faites ça, vous allez potentiellement regretter le lendemain et culpabiliser et vouloir faire du cardio et vouloir manger moins. Et c'est pas ce qu'on veut. En fait, l'objectif, c'est une fois que le repas est passé, il est passé, vous êtes content, maintenant vous revenez à votre routine classique sans changer et faire des hauts, des bas, où finalement ça va pas être productif du tout et ça va pas vous faire démarrer votre année du meilleur pied, on va pas se mentir. Donc ça c'était vraiment tout ce que je voulais vous dire par rapport justement à la gestion des fêtes. Gardez en tête que c'est un moment de partage, c'est un moment où vous voyez des personnes que vous voyez peut-être pas le reste de l'année, que c'est aussi un moment où vous pouvez décompresser, penser un peu à autre chose que, je sais pas, votre boulot, votre pratique sportive, etc. Et juste vous poser un petit peu, discuter de plein de choses. C'est des moments qui sont quand même assez importants, donc profitez de ça. Il n'y en a pas beaucoup dans l'année, hein. Souvent il y a votre anniversaire, on va dire qu'il y a Noël et le Nouvel An. Donc ouais, profitez bien de tout ça, évidemment, et gérer au mieux selon comment vous pouvez faire. Mais je pense que les conseils que j'ai donnés sont applicables à peu près à tout, peu importe le type de repas, peu importe avec qui vous le faites, comment ça se passe. Euh, Vous pouvez toujours, on va dire, limiter certains choix qui feront que votre repas va plus ou moins être très calorique sans pour autant ruiner le plaisir que vous prenez. Je pense que c'est plutôt important de voir les choses comme ça. Donc je pense que là-dessus on est plutôt bon. Et donc ça me permet de transitionner parfaitement sur la suite du podcast du coup, parce que qui dit nouvel an dit nouvelle année et dit nouveaux objectifs. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des nouveaux objectifs ou des objectifs que vous voulez atteindre, je peux clairement vous aider avec mon accompagnement. N'hésitez pas, vous avez une consultation offerte. La consultation, ça permet de parler de ce que vous mettez en place actuellement. Je vous donne un maximum de conseils et si ça vous intéresse, on discute coaching. Mais aucune obligation évidemment. Donc pour bien démarrer l'année, donc ça va être important de vous fixer ce que j'appelle une roadmap. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui explique un petit peu comment faire. Le but d'une roadmap, en gros, c'est de planifier à l'avance dans quelle phase vous allez être pendant combien de temps. C'est d'ailleurs ce que j'offre pendant mes consultations. Par exemple, vous voulez faire une prise de masse, vous savez que à partir du début janvier, vous avez 30 semaines de prise de masse à venir. Et ensuite, vous allez avoir un mini cut, donc une sèche de potentiellement 10 semaines. Évidemment, c'est un exemple, hein, ça dépend des personnes. Ensuite, 2 semaines de reverse diet et ensuite repartir en prise de masse. Comme ça, vous savez déjà que votre année, elle est à peu près dessinée. Évidemment, ça peut varier. Si vous voyez que votre prise de masse se passe très bien, vous pouvez repousser un petit peu la fin. Si vous voyez que votre sèche se passe plus vite ou plus lentement que prévu, vous pouvez raccourcir ou rallonger. Évidemment, c'est pas, on va dire, faut pas rester fixé spécifiquement sur une timeline, mais faut quand même avoir une idée de comment va se passer votre année parce que c'est ça qui va faire que vous allez passer d'un point A à un point B. Donc je vous conseille clairement de mettre ça en place et c'est le cas aussi pour moi. Donc moi, en ce qui me concerne, du coup, je vous ai parlé un peu de mes objectifs de façon générale. Mes objectifs maintenant, si on les met d'un peu plus de façon détaillée, mon objectif là, c'est d'arriver jusqu'à
80 kilos. Alors, il faut savoir que moi aussi, je suis coaché. Hein, donc c'est pas pour rien que je prône le coaching. Moi aussi, moi-même, je me fais accompagner parce que c'est quelque chose, évidemment, que je considère nécessaire à un moment donné dans votre pratique. Moi, je continue de me faire coacher parce que je considère qu'on peut toujours apprendre et qu'en étant suivi, je progresse bien plus qu'avec des choix que je ferais personnellement parce qu'on est toujours biaisé sur les choix qu'on fait personnellement. Là où avoir un regard extérieur objectif de quelqu'un qui a de très bonnes connaissances et qui n'est pas biaisé par le côté émotionnel va toujours être très intéressant. C'est pour ça aussi que certaines personnes me prennent en coaching. Elles ont des connaissances, elles se débrouillent bien, mais elles savent qu'un regard extérieur va les aider à avoir une progression beaucoup plus millimétrée. Donc dans mon cas, le but ça va être d'arriver à 80 kg, sachant que je suis dans les 77, donc vous voyez, je suis pas très très loin. Je pense potentiellement aussi stabiliser le poids à un moment donné, car le mini-cut, on va dire, est prévu autour de avril, à peu près. Donc là où j'avais fait d'ailleurs ma première compétition l'an dernier. Donc j'en ai encore pour, on va dire, 3-4 mois de phase de masse, ce qui est plutôt cool. Je pense qu'on va arriver à 35, pas loin de 40 semaines. Ce qui est aussi dû au fait que j'ai pas pris beaucoup de poids d'un coup après ma prépa. Si j'avais pris beaucoup de poids, ça aurait peut-être duré beaucoup moins longtemps. Donc on va avoir, je pense, un mini-cut. Alors je connais pas la durée exacte ou encore exactement. Je pense autour de 8 à 10 semaines. Avec certainement 8 à 10 kilos à tomber, histoire de passer de 80 à un bon 70-72, un poids où je suis quand même bien sec, donc je pense que je serai bien sec sur ce mini-cut, parce que je partirai beaucoup moins gras que mon dernier, et enfin que celui que j'avais fait en 2024, et avec plus de masse musculaire, et du coup avec un poids plus, enfin à la poids de fin qui sera plus bas, donc je serai vraiment, je pense, bien sec. Ce qui sera une bonne base de départ pour repartir en phase de masse. De toute façon, l'objectif de 2026, c'est clairement amélioration de la ligne, amélioration du physique, amélioration des points faibles, qui sont les ischios et le dos principalement, donc la chaîne postérieure. Également, on veut plus de masse sur les pecs, même si c'est plutôt un point fort, mais sur scène, on a rarement trop de pecs. C'est certains groupes musculaires qui sont comme ça. Donc toujours accentuer le travail sur ces muscles-là, tout en améliorant la ligne comme je disais. Donc du coup le fait de faire un mini cut va me permettre de virer, on va dire, le gras accumulé sur cette première phase de masse, repartir en masse ensuite, sachant que j'aurai pas la partie que j'ai eu là, c'est-à-dire recovery. La recovery, c'est ce qui se passe après une prépa, et donc ça me permettra de repartir directement sur une phase de masse sans devoir refaire l'aspect hormonal, santé, qui va certes beaucoup mieux aujourd'hui, parce que je mange assez, parce que je m'entraîne très bien, j'ai suffisamment de bons lipides. C'est pour ça d'ailleurs que mes lipides sont plutôt hauts. Si on regarde 75 en on et 85 en off, c'est plutôt pas mal. Mais j'ai été assez bas pendant longtemps, ça joue aussi. Je pense de toute façon que pour ceux qui ont suivi mon contenu à l'époque en prep, vous voyez la différence de mon visage en termes de, on va dire, de rondeur, même si je suis pas extrêmement rond. J'ai déjà été beaucoup plus lourd que ça, j'ai déjà fait 86 kg en peak bulk en 2024. Mais quand même, on n'est plus sur les 64-65 kg de fin de prépa. Donc l'objectif de 2026, c'est vraiment d'être le plus longtemps possible en surplus. Donc il y aura ces 8 à 12 semaines de mini-cut éventuellement, avoir la durée exacte, mais qui ne sont pas plus que ça. Et le reste sera que de la masse. Donc belle année à venir. L'objectif pour moi, c'est vraiment de construire au maximum, de continuer à améliorer les points faibles, continuer à m'entraîner très fort, sachant que on me pose très souvent la question quand est-ce que tu reconcours. Forcément, maintenant que ma saison est passée, c'est quelque chose qu'on va me demander, parce que si vous me connaissez, vous savez que j'ai l'envie évidemment de reconcourir, l'envie de faire beaucoup mieux, l'envie de passer pro, de faire de très belles compétitions, de ramener un physique extrêmement compétitif. Donc prochaine saison 2028. Pourquoi aussi tard? En réalité, c'est pas si tard. Si vous regardez 2027, c'est dans pas si longtemps que ça. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je commence à me pencher sur l'après dès la fin d'année prochaine ou début d'année 2027, ce qui me laisserait à peine un an de plus en masse. Moi, je veux vraiment ramener un physique différent. Donc 2028 serait une très bonne année à ce niveau-là. Ça me laisse 2 années encore entières de hors-saison. Ça me laisse également le temps de me focus au maximum sur mon accompagnement, l'amélioration de mon coaching, certains athlètes qui veulent concourir aussi en 2027. Je veux vraiment, parce que le fait d'avoir jamais coaché des athlètes en préparation fait que je préfère que cette année-là soit vraiment dédiée à ça. Et peut-être qu'en 2028, je raccompagnerai des athlètes, mais je l'aurais déjà fait. Donc ce sera ça, quelque chose de plus facile. Il faut savoir que quand tu as fait une prep, moi j'ai fait une prep, je me suis aperçu que c'était très compliqué d'être productif à côté. Je voulais énormément améliorer mon service de coaching à ce moment-là, mais j'ai remarqué que avec mon niveau de productivité et tout ce que j'avais à faire en plus,
c'était très compliqué et j'ai vraiment pu me concentrer là-dessus après la prépa. La prépa, il faut quand même se rendre compte que ça prend énormément sur le reste de votre vie. Alors je dis pas que ça éclipse tout, mais que si vous comptez développer quelque chose, c'est compliqué. Si vous avez déjà un service de coaching qui tourne bien, que vous avez n'importe quel autre type de métier ou projet professionnel que vous avez déjà fait et qui fonctionne bien, vous pourrez le maintenir, bien sûr. Mais le développer, c'est-à-dire faire partir quelque chose de zéro et bien faire marcher, ça demande quand même de passer énormément de temps, énormément de focus mental dessus. Là où effectivement la capacité à être concentré longtemps en prépa est quand même diminuée. Vous avez le temps de faire les pas, faire le cardio. Vous mangez beaucoup moins, donc vous avez moins de glucides. Vous devez faire votre posing. Il faut quand même prendre tout ça en compte. Une prépa, c'est pas juste anodin. Pareil, si vous faites une prépa, concentrez-vous au max sur le posing. Moi, je sais qu'à titre personnel, c'est une erreur que j'ai un peu faite. Alors, à relativiser, mais je pense que sur la prochaine prépa, je prendrai un coach posing. Je ne l'ai pas fait cette année, bon déjà parce que je n'aurais pas eu le budget. Faut savoir que les compétitions, ça coûte relativement cher. Voilà, ça dépend évidemment si vous le faites à l'étranger. Donc prenez toujours ça en compte au moment de vous lancer dans une prep. Est-ce que votre entourage est OK avec ça, vous comprend et que vous êtes dans un bon environnement? Est-ce que professionnellement ça va être OK pour vous? Est-ce que financièrement ça va être OK pour vous? Il y a toutes ces questions-là à poser. Moi, je préfère repousser ça, déjà pour être très compétitif, pour être sûr que professionnellement, ce soit le bon moment pour moi, que tout soit, on va dire, au vert et que je puisse y aller à fond, parce que je suis conscient de comment on se sent dans une prépa. C'est vrai que quand on n'a pas fait de prépa, on ne sait pas vraiment à comment on va se sentir. On sait que ça va être difficile, mais on ne sait pas à quel point, on ne sait pas comment on va le vivre. Je pense qu'une fois que tu l'as vécu, la prépa suivante sera forcément plus simple parce que tu sais à peu près à quoi t'attendre, même si chaque prépa est différente. Donc moi, je me prépare vraiment de ce point de vue-là. Et voilà, je préfère vraiment revenir avec un physique différent. Et il faut être conscient qu'en tant que naturel, c'est vraiment se laisser un max de temps pour prendre du muscle. C'est clairement ça. C'est clairement juste avoir sa routine, progresser. Et en ce moment, je pense pas tant que ça aux compétitions. Je pense juste à kiffer ma routine, kiffer m'entraîner. Je sais que je reconcourais, bien sûr, donc, mais en fait, c'est dans un coin de ma tête, mais c'est pas comme quand la compétition est peut-être dans l'année qui vient et où là, tu penses à la compétition à chaque séance. Moi, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je profite au maximum de mes séances, j'essaie d'améliorer mon physique, mais je sais qu'il y a, on va dire, il y a un temps pour tout. Actuellement, je fais en sorte au maximum d'accompagner les personnes qui travaillent avec moi, d'avoir le meilleur service possible en fait, d'être sûr que les personnes auront des résultats, que je travaille avec un document de qualité, que je fais des bilans de qualité, que je m'améliore aussi d'un point de vue connaissance, d'un point de vue application, que j'ai également des nouvelles personnes bien sûr, parce que c'est toujours l'objectif, c'est d'avoir le plus de personnes possible, d'avoir une très belle team, et surtout des personnes qui ont vraiment de beaux objectifs, que ce soit compétition, pas compétition, c'est pas obligatoire d'ailleurs, il y en a qui m'ont posé la question, je prends évidemment des personnes qui ne font pas de compétition, qui sont lifestyle ou qui veulent prendre du muscle, perdre du gras, il n'y a aucun souci là-dessus. Dans tous les cas, le process se ressemble. C'est juste que pour la compétition, il y a des choses spécifiques à mettre en place dues justement j'allais dire, aux critères de la fédération. Donc, il y a des groupes musculaires qui vont être plus importants que d'autres. Vous allez devoir avoir un équilibre particulier. Vous allez devoir avoir une timeline plus précise. Là où quand j'accompagne quelqu'un qui a un objectif lifestyle, c'est un peu plus flexible sur la durée des phases. On peut pousser les phases de masse potentiellement plus ou moins longtemps, même si c'est moins long, c'est pas grave. Si la personne veut sécher plus tôt, c'est pas grave. Je m'adapte aussi évidemment aux contraintes, aux préférences, et c'est toujours l'objectif d'un bon coaching. Donc n'hésitez pas, vous avez une consultation offerte directement en description. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram sur lequel je partage très régulièrement du contenu, que ce soit éducatif ou personnel, où je parle un petit peu de mon histoire, de comment j'ai pu vivre justement mes transformations, parce que je pense que c'est important de vous montrer aussi que personne n'est parfait, que moi aussi j'ai eu des doutes, que j'ai des difficultés, que parfois je me pose des questions évidemment sur ma progression, et qu'en fait c'est juste un long chemin, c'est juste continuer de faire les choses, et moi ce que je vous conseille toujours c'est de faire, en fait, de ne pas vous poser trop de questions, de ne pas vous demander si votre plan il est parfait, si votre diète est parfaite, juste de faire les choses. Et juste en les faisant, même si elles ne sont pas parfaites, vous allez vous améliorer automatiquement. Vous avez peur que votre entraînement ne soit pas de qualité, mais faites-le, continuez de vous entraîner, filmez-vous régulièrement, notez vos performances, regardez si vous vous améliorez. Évidemment, si vous avez un coaching, ça va ça va diviser par deux le temps que ça va vous prendre de progresser. Parce que vous allez avoir des retours réguliers de quelqu'un en plus. Mais même si vous commencez tout seul, que vous vous donnez beaucoup tout seul, que vous mettez des choses en place, vous pouvez progresser. Clairement. Il faut juste vraiment vous mettre, on va dire, vous booster un coup. Vraiment vous booster un coup, vous dire, ok, là, il faut vraiment que je le fasse à fond.
commencez à noter les choses. Alors vous dites pas que si vous faites pas tout à 100%, c'est pas grave. Juste commencez à traquer petit à petit. Si vous avez du mal à traquer, traquez vos données, notez votre poids du corps régulièrement, pesez-vous. Essayez de peser ce que vous mangez. Faites aussi en sorte de noter vos performances. Et plus vous allez le faire, plus ça va être quelque chose de naturel, plus ça va être une habitude. On sait qu'il faut à peu près 3 semaines pour qu'une habitude s'implémente. Donc commencez à le faire. Et vous allez voir, après, ça va être facile. Et en fait, faites ça au fur et à mesure. Il ne faut pas mettre une tonne d'habitudes d'un coup. C'est pareil pour tout. Si vous en faites trop d'un coup, vous allez avoir du mal à le tenir les 3 semaines et ça ne va pas du tout s'ancrer en vous. Donc voilà, c'était mon dernier conseil pour ce petit podcast. J'essaie de faire en sorte qu'il soit pas trop long. Là aujourd'hui c'était un podcast solo. Je pense que de toute façon par la suite j'alternerai. Je vais essayer de faire un maximum de podcasts réguliers, donc c'est plus facile de les faire solo. Il y aura de toute façon d'autres fois des invités. Mathéo va certainement revenir aussi sur d'autres podcasts. Donc évidemment, restez abonnés pour suivre évidemment les aventures qui vont suivre. N'hésitez pas également à, comme j'ai dit, me suivre sur Instagram, à me suivre sur Spotify pour suivre les prochains podcasts. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous pour votre écoute et on se dit à très vite pour un prochain podcast.